Et donc, je vais bien demander à Boris Lafitte, qui est docteur des études slam. Il travaille au CPL, c'est le centre, un laboratoire de recherche de l'UFRLH, et qui va aborder une autre question, aussi bien pas le cas postal, mais c'est la littérature, et par rapport à une autre population qui est aussi très proche des Grecs. Oui, de la Serbie. De la Serbie. Et à un moment de la littérature serbe qui a réussi à exister grâce à la largesse grecque. Je vous remercie de votre invitation et je remercie également le CPEL qui m'a, il y a un peu moins d'un an de cela, inclus en tant que membre associé. Donc, précédemment, j'ai travaillé très longtemps à Paris en tant que lecteur et maître de langue de serbo-croate à l'INALCO. Je revois mon collègue. Et puis à Paris 4, Lille auparavant. Donc depuis un an et demi, pour des raisons personnelles, nous sommes expatriés sur Nice, que nous découvrons, que je redécouvre. Je connaissais très bien Nice dans la littérature justement de la Grande Guerre, car plusieurs parmi les écrivains dont je vais parler ont été lycéens à Nice. Ils ont fait partie de cette armée serbe qui a été littéralement sauvée. L'État serbe a été sauvé du naufrage par l'État français. L'État serbe, la Grèce lui a permis de survivre à Corfou. L'État français aux lycéens volontaires de la Grande Guerre de se scolariser, notamment à Nice, à Marseille et ailleurs en France. D'ailleurs, à l'occasion, je vais certainement faire un saut soit au lycée Masséna, soit dans les archives de la ville de Nice, parce que je suis certain de retrouver des noms très importants dans notre littérature. Je vous parle de Rasko Petrović, un des meilleurs récits de voyage de la littérature avant-gardiste serbe. L'Afrique a été publié par Rasko Petrović dans les années 30, et il a été écrit grâce à ces rencontres, notamment à Salonique, entre officiers français et serbes de la Grande Guerre. Les gens, des amitiés se sont nouées, et ainsi de suite. Alors je vais entamer ce texte. D'abord, on a beaucoup parlé de la Grèce et ce qu'était la Grèce pour les Européens. Avec Nicolas, on en parlait avant le début de nos interventions. Je suis désolé, je dois revenir à ça. Sans tomber dans la mégalomanie balkanique, chez qui tout est le plus grand, le plus important, etc. C'est un côté très serbe. On m'a expliqué que ce n'était pas uniquement le cas des Serbes, mais pour en venir à la Grèce, la chose est importante, parce qu'en Occident, quand on dit Grèce, nous disons démocratie, antiquité. Or, chez les Slaves, lorsqu'on dit Grèce, on dit Byzance. On dit Byzance, mais alors là, attention, c'est un baptême culturel. Lorsque nous disons Byzance, nous disons culture. Si nous disons culture médiévale, cela signifie religion, spiritualité, donc écriture, religion, théologie, orthodoxie, droit. Alors, la langue est grecque, l'idéalisme est grec, le droit est latin. C'est ça Byzance en fait. Byzance qui ne s'est jamais d'ailleurs appelée Byzance elle-même, hein, qui était romaine. Roma, Romeia, ce que nous appelions Romeia en slavon-serbe médiéval, c'était la Grèce. En voilà un peu pour cette idée de l'héritage antique. Nous voyons la même chose, mais nous la voyons d'une manière différente. Le soldat français arrivé en Grèce s'attend à voir Socrate et Platon, manque de peau, il tombe sur des Ottomans. Il tombe sur les Turcs. Et il serait dommage si nous n'avions pas de collègues turcs ou qu'un bosniaque présente ici, parce que le balkanique est syncrétique.
Et notre héritage culturel, c'est l'héritage syncrétique, que ce soit en architecture ou autre chose. Il suffisait de regarder, hein, pour l'œil averti, les images des églises avec les minarets. L'occidental qui aurait lu Rimbaud, d'ailleurs les soldats français qui n'avaient pas lu Rimbaud, j'en suis certain, avaient la même correspondance. Tiens, c'est une fabrique. Et là, nous voyons des églises byzantines qui, à l'époque ottomane, très souvent étaient transformées en lieu de culte mahométan, ce qui signifie, pour la plupart des cas, qu'elles n'étaient pas démolies, d'ailleurs, ni repeintes. Hein. Il arrivait parfois qu'on repeignait tout à la chaux, parce que, suivant la théologie islamique, il n'y a pas de représentation, donc les murs doivent être blancs, mais on rajoutait le plus souvent un minaret. Ce qui arrivait en Grèce, arrivait en Bulgarie, en Serbie, enfin bref, dans les Balkans. Donc voilà, deux images. Alors, le slave voit dans la Grèce Byzance. Évidemment, Byzance, on ne la retrouvera pas à Athènes. Avec Nicolas, en parlant, je disais, j'ai vu Thessalonique, je suis allé à plusieurs reprises à Constantinople, à Istanbul, je connais très bien l'Asie mineure. Manque de peau, justement, cette Grèce occidentale, c'est celle que je connais le moins. Voilà un défaut assez slave, en fait, dans son approche de la Grèce. Et puis, un autre élément culturel, pour poser la base de la discussion, c'est Balkan ou Europe centrale. Nous sommes dans le centenaire d'Émile Cioran, et en relisant la périodique académique, hein, attention, pas la presse en Serbie, Émile Cioran, grand penseur de l'Europe centrale. Ah, voilà le complexe d'infériorité qui, soudain, ressurgit, parce que Cioran lui-même, le plus souvent, lorsqu'il parlait de ses origines, parlait des Balkans. Et lorsqu'il parlait de ses racines intellectuelles, hein, donc sur le plan du gnosticisme, de la dualité, il parlait du paysan balkanique. Donc on est très loin. On a d'un côté cette image Balkan qui renverrait à la rusticité, à l'apathie, au rustre, à la paysannerie, et d'un autre côté l'image de l'Europe centrale qui serait l'image d'une culture très ancienne, qui renverrait au dentisme, à l'élitisme, etc., etc. On a cela en Serbie, car la Serbie est pour une part géographiquement balkanique et pour une autre, justement, pannonienne, Europe centrale, avec ce conflit très latent entre les villes de Novi Sad, qui est une ville austro-hongroise, et Belgrade, qui n'est pas un exemple parfait des Balkans, mais disons, voilà, il y a ces deux images. Alors, sommes-nous balkaniques, sommes-nous européens centraux, qui est une fausse image. Si on relit Daniel Okish, pour lui, l'Europe centrale, en tant que telle, c'est surtout l'espace de l'exil et des exilés. L'Europe centrale, chez lui, renvoie plutôt aux exilés parisiens. D'intellectuels de premier ordre qui quittait cet espace complexe qui, au XXe siècle, a subi plusieurs formes diverses de totalitarisme, avec des essais quand même assez importants de démocratie également. Alors, l'essai de démocratie important, c'était la Serbie du début du XXe siècle, la Serbie des Karađorđević, du roi libéral Pierre Ier de Serbie, qui avait un des articles légendaires, c'était le traducteur de John Stuart Mill. Pour un roi, c'était pas mal, il s'intéressait vraiment à l'établissement du jeu démocratique. La presse est libre. En relisant toutes les constitutions suivantes de la Serbie du XXe et XXIe siècle, en ce qui concerne la liberté d'expression et de la presse, c'est beaucoup plus encadré, c'est beaucoup plus long, plus étoffé, donc moins libre. À l'époque du roi Pierre, c'était assez simple, la presse est libre. Alors le contexte historique de 14-18 pour la Serbie est le suivant. Il y a eu cet attentat de l'anarchiste, je soulignerai plutôt anarchiste que nationaliste, Gavrilo Princip, et de la jeune Bosnie, contre l'occupant austro-hongrois. Les Bosniens
qu'ils soient orthodoxes ou musulmans, ne souhaitaient pas l'occupation autrichienne. Il y a eu d'abord une guerre des Bosniaques musulmans contre les Autrichiens en 1878, et puis suite à l'annexion de 1908, il y a eu la création de l'organisation anarchiste de la Jeune Bosnie, dont les membres étaient à la fois orthodoxes, musulmans ou catholiques. Pour souligner, notre seul prix Nobel serbe du XXe siècle est tout de même un catholique de Bosnie, c'est Ivo Andrić. Ce qui signifie que l'identité nationale est une chose et l'appartenance, la confession, une autre, bien que dans les Balkans, et ça, il s'agit certainement d'un héritage des millets ottomans, on ait eu tendance à l'identifier très longtemps. La Yougoslavie a subi par un coup cet héritage également. Alors, 14-18 commence d'abord par une grande victoire des Alliés à Tser en Serbie. La Serbie, à 2 ou 3 reprises, repousse les Autrichiens et fait même des incursions en Sérmie. Alors c'était facile, c'était peuplé de Serbes. Fait des incursions en Sérmie. Mon grand-père à l'époque en profite pour déserter l'armée austro-hongroise et s'engager auprès du royaume de Serbie, car comme bon nombre de Serbes d'Autriche-Hongrie, dans le cas de ce conflit-là, l'habit n'était pas partagé, il était sujet au Austro-hongrois, mais ses sympathies étaient du côté serbe. Alors, il s'engage auprès du royaume de Serbie. L'année 14 est donc une année de réussite militaire et stratégique. Malheureusement, en 15, la Bulgarie passe du côté des puissances centrales et du coup prend la Serbie à revers. Et là, la Serbie est occupée, mais le roi refuse d'abdiquer et l'ensemble de l'armée et de l'élite se retranche, quitte la Serbie pour le Monténégro et l'Albanie. Et là s'ensuit une dispute assez franche entre la France, la Russie et l'Angleterre à propos de l'État serbe. Que faire du roi, que faire du gouvernement? La Grèce ouvre ses portes et invite le gouvernement, c'est-à-dire l'État serbe, ses institutions, à s'installer à Corfou, dans la ville de Corfou, à y préserver donc la continuité étatique, la continuité des institutions et à y poursuivre la lutte contre, maintenant, l'occupant de la Serbie et l'occupant du Monténégro. Alors ce qui va se passer, puisque je vais parler de littérature et d'écrivains, la littérature serbe de la Grande Guerre et de l'immédiate après-guerre est l'exact reflet de la position des institutions étatiques. C'est-à-dire qu'écrivains et éditeurs, par la force des choses, sont partie prenante du conflit, et dans la plupart des cas, ils publient là où se trouvent les périodiques. Et les périodiques, eux, vont être soutenus par le journal officiel. Donc, après l'occupation de la Serbie, existe le gouvernement serbe en exil à Corfou, dite l'île du Salut. Corfou accueille 150 000 militaires et civils, l'élite de la Serbie, l'élite de Belgrade, de Niš, des grandes villes, et même des villes austro-hongroises, des intellectuels serbes d'Autriche-Hongrie, des intellectuels croates d'Autriche-Hongrie, qui se sont engagés auprès des Serbes. Car à l'époque, nous ne sommes pas à la fin du XXe siècle qui a vu l'implosion de la Yougoslavie, nous sommes au début du XXe siècle où il existe des aspirations à la création d'un État des Slaves du Sud qui ne répondrait ni à Rome ni à Byzance, c'est-à-dire ni à Vienne ni à Moscou, mais serait indépendant. Et les meilleurs dalmates, croates, dalmates notamment, qui avaient subi très longtemps la présence vénitienne, italienne, s'engageront auprès des Serbes, dont les écrivains Tcherina et le plus grand écrivain croate et yougoslave du XXe siècle, le poète méditerranéen Timoujevitch. Alors, création du journal officiel.
La Grèce met à la disposition des officiels serbes divers bâtiments publics à Corfou pour les besoins des institutions et de l'État en exil. Le théâtre national de Corfou devient le siège du Parlement de Serbie entre 16 et 18. C'est à Corfou qu'est proclamée la création du royaume de Serbie, Croatie et de Slovénie en 1917, la future Yougoslavie. Et c'est à Corfou qu'est publié le journal officiel, dont le tirage est à 10 000 exemplaires. Qui a lu autant? Mais à l'époque, on lisait la presse. Il n'y avait pas encore la radio, donc c'était vraiment l'imprimé et les images. On communiquait et on manipulait également un petit peu, comme vous l'avez montré, par ce moyen-là. Alors, le journal officiel avait un magazine appelé Zabavnik, donc l'amuseur, qui était son pendant littéraire et qui a été le creuset des avant-gardes. Alors, le rédacteur en chef est un Serbe du Banat, donc un Austro-Hongrois. Et les meilleurs avant-gardistes, et là je retombe en le caricaturant un peu, dans le complexe balkanique et Europe centrale, on dit souvent qu'à Belgrade, les meilleurs avant-gardistes des années 20 étaient en fait tous des Banassiens, donc des Austro-Hongrois, Miloš Crnenski, Todor Manojlović, Toshko Bokin qui a créé les premiers films, etc., etc. On a tendance un peu à tomber dans une manière de sous-estimation de soi, ou alors de surélévation de l'éducation austro-hongroise, du système donc, académique austro-hongrois, etc., etc. Ce qui est complètement faux, parce que d'un autre côté, Vinaver est originaire de Serbie. Vinaver qui est une figure merveilleuse de notre littérature. Son père est un médecin juif polonais qui, insatisfait de sa position en Autriche, émigre à Belgrade. Or, Belgrade au XIXe siècle et la Serbie est un tout petit État. C'est quasiment 2 départements français. Mais voilà, ceux qui n'étaient pas contents de leur position ou de leur carrière, souvent en Autriche-Hongrie, qui étaient des Polonais, Slovènes, Tchèques, ou voire même Allemands, s'installaient à Belgrade. D'où la raison, justement, de ce saut culturel dans les Balkans. Alors, la représentation là, des Balkaniques est intéressante parce que pour les Balkaniques, le 19e siècle est vraiment l'entrée dans la modernité, modernisation des routes, modernisation de toutes les infrastructures, ouverture des postes, etc. Les Serbes disent, quand vous allez à Genève, pour vous voyez le bâtiment de la PTT, vous avez les noms des premiers États qui ont organisé la PTT, dont la petite Serbie. Et là, manque de peau, le soldat français qui va là-bas, eh ben pour lui, c'est quasiment quoi? Alors, pour pas tomber dans la caricature, je ne vais pas dire l'Afrique, mais c'était un peu ça. D'ailleurs, quand on voit les images qu'il reprenait pour montrer les Balkans, il y avait des collages amalgames avec le Maroc et l'Espagne du Sud. Pour les Balkaniques, on était dans la période de la modernité et du développement. Manque de peau pour l'occidental, c'était encore avant-hier. Voilà, avec toujours, on voit la même chose, et puis on a des grilles de lecture qui divergent quelque peu. Alors à Corfou, donc, les écrivains importants, Rasko Petrović, Stanislav Vinaver, Todor Manojlović, qui vient du Banat et qui est donc le rédacteur en chef. Alors que publie-t-on? Ben, comme toujours, c'est la guerre. Alors en première page, on publie ce qu'on appelle les poètes mineurs, malheureusement, les écrivains engagés, qui vont publier des sonnets, des alexandrins traitant du front de la guerre. En 4e de couverture, en 10e page, on publie les avant-gardistes, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui présents dans les anthologies. Les grands, ceux qui, au bout du XXe siècle, sont restés comme Apollinaire est resté en France, etc. etc. Donc, Vladislav Petković Dis, un grand modérien, ou alors Tinujević, qui publiera, qui à l'époque sera, c'est un Croate, dalmate, qui à l'époque de la Grande Guerre est à Paris, qui est un agitateur donc politique pour le Monténégro et la Serbie. Il fait partie des Croates qui veulent quitter l'Austro-Hongrie, se fédéraliser avec l'État serbe et redevenir souverain.
il publiera ses meilleures pièces poétiques dans le magazine du journal officiel de Serbie. Il publiera à l'époque en dialecte ekavien, ce qu'on appelle aujourd'hui le serbe, et tous ces textes d'aujourd'hui sont republiés en Croatie en dialecte yekavien pour être conforme à la norme linguistique croate. On retombe toujours un peu donc, dans les normes politiques. Pour un artiste, il est très difficile d'être lui-même, notamment post-mortem. Alors, Tinoević, lui, est un poète maudit, un bohème et un vagabond. Ses meilleurs poèmes, publiés dans la revue de guerre de Corfou, dépeignent la vision intérieure du monde et de soi, ainsi que le lyrisme de la tristesse et de la souffrance dans la guerre. Vinaver, lui, qui est un éclectique, qui rassemble dans le même temps et dans un même souffle Balkans, judaïté et héritage de l'Europe centrale, va s'intéresser énormément à la langue serbe. Et c'est une sorte de Perec avant l'heure, d'Oulipiste avant l'heure, et il va s'intéresser surtout au slavon-serbe médiéval et à l'image de la Serbie médiévale. Alors c'est un peu comme l'occidental qui vient en Grèce mais qui ne découvre pas Socrate ni Platon. Celui qui s'intéresse aux Serbes voudrait découvrir Saint-Sava, le tsar Dušan. Manque de peau, ce sont des Serbes du 19e, 20e. C'est la belle époque. Vous découvrez des gens de la belle époque. Et les paysans sont vêtus à la paysanne. Donc, même un intellectuel a des clichés. Et Vinaver, lui, veut briser les clichés. On est en guerre, on est en Grèce. Le grand fondateur de l'État médiéval serbe, comment a-t-il réussi son baptême culturel? Il est allé à Byzance, voir l'empereur, qui lui offre un monastère. Où ça? Au Mont Athos. C'est Hilandoyan, Hilander. Un des quatre, d'ailleurs, les plus importants pour rester dans la folie des grandeurs très serbes. C'est le baptême culturel de la Serbie. Que cela signifie-t-il? Lorsque Saint-Sava, le fils de Nemanja, publie son Nomocanon, il a publié une traduction du droit romain, du canon romain. C'est-à-dire qu'il organise l'État serbe suivant l'héritage antique. Elle est là, l'Antiquité. Sauf que le vêtement est un peu différent. Mais cet héritage gréco-latin, on le partage tous en Europe. La langue serbe médiévale, de même que la langue serbe contemporaine, suit de très près non seulement la grammaire du grec, mais également la création des mots. Les mots complexes, vous avez les collages de deux noms, ou bien d'un adjectif ou adverbe, un nom, pour créer une nouvelle signification, etc. etc. Les terminaisons en host, en stvo, tout cela est la création des linguistes de Constantinople, ce qu'on appelle les saints, Saint Cyril et Méthode. Mais ce sont des saints non dans le sens des premiers saints de l'Égypte qui quittaient le monde pour aller dans des grottes ou bien sur des stylites, sur des colonnes. Non, ce sont des intellectuels, des académiciens, des diplomates qui, pour des raisons d'ailleurs de politique et de stratégie, invite les Balkaniques à prendre des outils intellectuels et des outils administratifs pour organiser leur État. En fait, Serbie et Bulgarie médiévale sont des formes de marche militaire de Byzance. Mais pour nous autres Serbes, ce sont nos références encore aujourd'hui. Alors Vinaver, puisqu'on publiait des hagiographies, c'est la plus grande forme littéraire médiévale chez les Serbes, la géographie, des romans idéalisés des souverains, des princes et puis aussi des prélats, lui publie un texte à propos de Nemanja, mais à propos du drame intérieur de Nemanja. Nemanja crée la Serbie médiévale. Il vainc le Basileus, mais en même temps, il reprend tout l'héritage médiéval du Basileus, un peu comme les Germaniques fédérés à Rome, qui détruisaient Rome tout le temps
réussissant le pari de ressusciter la culture romaine. Alors, ce Nemanja quitte la Serbie, part au mont Athos, laissant l'État à ses fils, et Vinaver va s'intéresser au personnage. Alors, Vinaver n'accepte pas l'écriture des hagiographies médiévales. À savoir, tout ça est publié en Grèce. C'est un grand moment où on revoit ses racines intellectuelles et puis religieuses aussi. Pour le Serbe qui est en Grèce, c'est le cousin, c'est le grand frère, en fait. C'est nous, avant d'avoir accédé à la conscience. C'est ce que nous avons été, avant d'accéder à la conscience. La Grèce et la latinité. Donc la Vinaver n'accepte pas l'écriture des hagiographies, l'idéalisation, la glorification, et notamment le renoncement au plaisir terrestre. Attention, il faut savoir que Nemanja quitte la Serbie à 80 ans. Donc il est déjà dans l'âge, il s'essouffle un petit peu, mais il a du mal à quitter les plaisirs terrestres. Chez Vinaver, le départ est dramatique au monastère. Et Vinaver observe le problème de la duplicité du personnage, révèle ses contradictions intérieures, les hésitations du Seigneur. Dans le personnage de Nemanja existe en parallèle le chrétien qui renonce au trône au nom de la paix religieuse et civile. Il a quand même 2 fils qui vont hériter le trône. Il y a un début de guerre civile. Et puis il renonce à sa vie d'homme, encore en vie, encore vivant, encore assoiffé de vie, de lutte, et il faut l'avouer, de femme, de plaisir charnel. Voilà pour Vinaver et son étude du passé serbe. Todor Manojlović, lui, va s'intéresser à la Grèce d'une autre manière. C'est un symboliste. Alors, il a des motifs assez insolites. Dans le tourbillon de la guerre, il publie des poèmes sur les nymphes, sur Apollon, sur les statues des dieux anciens, les temples, sur des voyages rêvés, tout est onirique. On le retrouve là, ce rêve de l'ancienne Grèce, tout est onirique, il y a beaucoup de blancheur mythologique, de marbre, de gardénia, de soie. Alors Manojlović est originaire d'Europe centrale, c'est un Danubien. Pour lui, la Méditerranée, c'est un peu, disons, comme pour moi qui suis parisien de naissance et danubien d'origine, et qui découvre Nice et la Méditerranée depuis 1 an. Et je relisais le Nouveau Testament il y a 6 mois, je me disais, écoute Boris, voilà, c'est ça le monde des oliviers. Non mais, nous avons un énorme héritage méditerranéen, nous autres continentaux, qui est très littéraire. Or, le plus souvent, lorsque nous allons en Méditerranée, c'est pour 10 jours. C'est pour 10 jours. Mais vivre en Méditerranée, c'est autre chose. Un peintre d'Antibes me disait, c'était ma première discussion avec un artiste, il peignait des vagues, qui évoquaient un sentiment de peur. Et j'ai tout de suite partagé avec lui ce sentiment d'effroi par rapport à sa toile. Et il m'a répondu, écoutez monsieur, c'est ça, Nice, la Méditerranée. La mer et la montagne sont plus forts que l'homme. Et je lui ai répondu, monsieur, je suis un docteur en études slaves, j'ai publié un doctorat sur Niégoche, qui écrivait ce que vous m'avez dit. C'était un prince évêque de Monténégro. Mais la connaissance donc intellectuelle est une chose, mais celle concrète, et Todor Manojlović, lui, qui est à Corfou, qui a traversé le Golgotha de l'Albanie, le découvre au quotidien. Et vivre, passer du temps, notamment passer les saisons, les continentaux, très rarement passent l'ensemble des saisons de l'année en Méditerranée. C'est là où on redécouvre ce qu'est véritablement l'homme méditerranéen, et en l'occurrence la Grèce. Alors, le dernier important, c'est Rasko Petrović, et lui a traversé le Golgotha. Alors, ce qui s'est passé en 15, lorsque la Serbie a été battue par les forces de l'Axe, prises par le sud, Segato n'a pas voulu attaquer la Grèce, mais elle a attaqué par le nord, par le sud-est, pardon, la Serbie, qui par le nord était attaquée par l'Autriche et l'Allemagne. Donc du coup,
cette alliance, elle était très simple. Les Serbes ont eu besoin de la France et de la Russie pour reconquérir leur pays. La France a eu besoin de reprendre un second souffle, donc d'un second front. Il y a eu une convergence d'intérêts. La Grèce, je pense qu'on en parlera aujourd'hui, était très divisée à ce moment-là, entre Athènes et Thessalonique et la Thrace, donc entre le roi Constantin et Vénizelos. La Serbie, le grand geste de la Grèce à l'époque a été d'offrir à l'État serbe une présence étatique en Grèce, alors que la Grèce était neutre. C'est très fort pour un petit pays. C'est énorme en fait. Et notre culture a survécu. L'ensemble donc de ce qu'on appelle les avant-gardes des années 20 et 30, tout cela s'est forgé, publié à Corfou, même ceux qui n'y étaient pas présents. Rasko Petrović survit au Golgotha, c'est-à-dire que l'armée serbe se retirait pendant un mois entier, à travers le Monténégro, l'Albanie, sur la côte albanaise, avant d'être transporté sur Corfou. Rasko Petrović a publié un roman à ce propos, Le jour 6e, c'est le jour de la création de l'homme, évidemment, dans l'Ancien Testament, qui retrace au quotidien le dépérissement du corps. Et en lisant ce roman sur 300 pages, on a l'impression, alors c'est écrit d'une manière très moderniste, avec le stream of consciousness joycien, ce n'est pas un roman réaliste traditionnel, on a l'impression d'être dans un camp de concentration à l'échelle de 2-3 pays, hein, dans les montagnes balkaniques. Les survivants sont réduits à la peau sur les os, et arrivés à Corfou, 5000 soldats serbes seront enterrés, inhumés dans la mer. D'ailleurs, les pêcheurs grecs, pendant 50 ans, n'iront pas pêcher dans cette région-là. Alors, l'idéalisme religieux le dit qu'il s'agissait d'une forme de piété envers les soldats alliés. Il y a peut-être également une raison sanitaire aussi derrière cela. En tous les cas, l'année 15 a été à la fois terrible et à la fois grandiose et surprenante par ce geste d'amitié de l'État grec. Alors le deuxième moment, c'est Salonique, et je terminerai par lui. Et là, je vais parler d'un autre écrivain, Stanislav Krakov. Alors, le front de Salonique, on en a beaucoup parlé, est très différent de Corfou. Parce que Corfou, c'est serbe. L'État est présent, le Parlement est présent, l'ensemble des institutions sont présentes, le théâtre est présent, les périodiques sont présents. Sur Salonique, ce sont les divisions, l'armée qui est présente. Mais vous m'aviez parlé de théâtre sur le front, de pièces représentées par les soldats. Oui, de relations d'amitié, des visites sur le front entre les combattants serbes et français, avec des fêtes communes, et les Serbes qui organisaient des pièces de théâtre, Des petites pièces de qui théâtre. montaient des petites salles de théâtre en bois. Alors c'est très intéressant parce que les romans de guerre dont on a hérité, puisque les Serbes sont à la fois centre-européens et balkaniques, le roman capital des Serbes au son roi, c'est le roman Journal de Tchernović qui a été publié en France chez l'Âge d'Homme et qui retrace le drame de l'exil, roman de Miloš Crnjanski. Un autre très important, c'est Ex Ponto, on voit là l'héritage latin avec Covid, de notre prix Nobel Ivo Andrić. Ivo Andrić qui est un bosnien, catholique, yougoslaviste intégraliste, qui lui va être très tôt emprisonné, comme la majeure partie des Bosniens. Alors je dis bosnien pour faire la différence depuis 92. Pour la Bosnie-Herzégovine, nous disons serbe, croate et bosniaque. Pour la communauté musulmane, bosniaque. Mais le terme bosnien, lui, englobe l'ensemble des citoyens de Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc il est assez précis dans ce sens-là. Andrić est bosnien, étant
étant yougoslavisant, il est emprisonné, et il va passer la Grande Guerre, lui, en tant que sujet austro-hongrois, dans les prisons. Il écrira Inquiétude et Exponto, en référence à Ovide, en prison, à Maribor et à Split. Miloš Crnjanski, lui, va publier un recueil de poésie sur la guerre, sur le retour du front, et qui va porter un autre titre, également héritage antique, la lyrique d'Ithaque, ou la lyrique d'Ithaca, avec le retour du héros au pays. Un recueil de poésie très anarchiste, très polémique par rapport à l'après-guerre, où le roi, dans sa vision intégraliste et centralisatrice, crée des monuments à la gloire des grandes figures du passé. Et Crnjanski, lui, publiait des poèmes un peu comme Winawer, contre le tsar Douchan, contre les grands et les seigneurs qui profitaient des femmes et des paysans, élever plutôt un monument à la gloire des anarchistes et des haïdouks, donc à la gloire de Princip. Mais Gavrilo Princip a encore, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, retenu cette figure trouble entre terroriste et libérateur, révolutionnaire libérateur. Il y a eu toujours deux débats. Et les avant-gardistes yougoslaves, pour eux, il s'agissait d'un anarchiste, marxiste, révolutionnaire, mais pour l'État yougoslave, dès cette époque, Princip gênait. Parce qu'évidemment, c'est son geste qui a provoqué ensuite l'avalanche. Alors, Krakow, lui, et maintenant pour fermer la parenthèse de Corfou, Stanislav Krakow est un autre écrivain important qui, lui, a une origine double, un peu comme Stanislav Winawer. Il est possible que Stanislav était très en vogue à l'époque en Pologne, puisque le père de Krakow est polonais, et la mère de Krakow est serbe, fille d'un des princes de Serbie, d'un de ceux qui ont effectué la révolution serbe de 1804, une des premières des révolutions balkaniques qui a mis fin à la présence ottomane chez les balkaniques orthodoxes. Alors, lui est écrivain, romancier, officier, volontaire. Il a fait l'ensemble des guerres balkaniques et de la Première Guerre mondiale. Donc il a fait 7 années de guerre. La guerre des alliés balkaniques, d'abord contre les Ottomans et les Bulgares, ensuite la Grande Guerre, et par la suite, il a eu le malheur, durant la Seconde Guerre mondiale, d'être le neveu du général Milan Nedić, qui, en Serbie, occupait à peu près la position qu'occupait le maréchal Pétain en France, c'est-à-dire le malheur d'avoir été un héros de la Grande Guerre, et ensuite, quelqu'un qui participait à un gouvernement de collaboration, collaborateur, durant la Seconde Guerre mondiale. Il finira sa vie en France en tant qu'exilé politique, où il publiera ses mémoires, L'homme qui a perdu son passé. Un superbe roman, publié, je ne sais pour quelle raison, d'ailleurs, publié avec des coupures chez l'Âge d'Homme, sous le titre La vie de l'homme dans les Balkans. Voilà, un titre un peu plus descriptif et politiquement correct, et beaucoup moins poétique d'ailleurs que le titre original, L'homme qui a perdu son passé, est plus intime, plus percutant, hein, plus littéraire. Bien, en tout cas, le roman dont je vais parler et lire un bref extrait, et finir avec cela, c'est le roman Les Ailes. Krakow était aviateur, il s'intéressait à l'aviation, un peu comme Nadar, l'ami de Baudelaire, qui volait énormément, photographe sinon. Alors, Krakow, lui, était réalisateur, c'est l'auteur des premiers films du cinéma serbe, romancier également, et puis officier de carrière. Et puis, membre donc de l'élite politique serbe depuis 150 ans. Alors, il a publié
entre autres, donc, les romans À travers la tempête sur le front, Les ailes sur le front, mais là, un roman sur les aviateurs. Et puis, ensuite, Plamen Chetnichtva, la flamme du mouvement tchétnique. Alors attention, ce mouvement tchétnique, lui, débute à la fin du 19e siècle en Macédoine et n'est pas encore coloré par toute l'idéologie tchétnique telle qu'aujourd'hui on la connaît dans l'historiographie et qui est liée, elle, à la Seconde Guerre mondiale, donc à un moment d'abord de lutte contre l'occupant nazi, lutte incarnée par le général Mikhailovitch, reconnu par les Alliés en tant qu'allié, et ensuite un autre mouvement tchétnique à la fin de la guerre qui lui était ouvertement pro-nazi et pro-collaborateur avec les Italiens. Alors voilà un mot encore qui peut couvrir plusieurs réalités. Krakow, lui, participe, de même que Rasko Petrovic ou bien Vinaver ou Dis, à l'ensemble de la guerre. Tous ces écrivains qui sont avant-gardistes vont au front. Le poète Dis, par exemple, on a refusé de l'intégrer à l'armée parce que sa poitrine était trop étroite. Voilà, pour la médecine militaire. Alors, il s'est engagé en tant que journaliste. Et il a fait l'ensemble des 7 guerres, balkaniques et la Grande Guerre. Lui, de même que Rasko Petrovic, finira ses études ici à Nice, au lycée Masséna, et publiera un très beau poème, Medjusvojma, parmi les siens. Et on perdra son dernier manuscrit. Au moment où, en 17, il quitte la France pour rejoindre Corfou, son bateau, enfin un bateau italien, allié, est torpillé par un sous-marin allemand. Et 10, au moment où les gens quittent le bateau, étaient déjà dans un petit canot de sauvetage. À ce moment-là, ils se rendent compte qu'il y a encore des femmes et un enfant sur le bateau qui coule. Ils demandent, en tant qu'officier, aux soldats de revenir, aux marins de revenir, qui ne voulaient pas. Hein. Ils avaient peur d'être emportés par la force du bateau coulant. Et c'est à ce moment-là qu'il échange sa place pour des enfants. Et puis, il disparaît, il n'a pas le temps de lui-même quitter le navire. Alors, c'est paradoxal parce que son grand recueil de poésie, un recueil de poésie très baudelairien, très irrationaliste, qui révolutionne le langage, la forme poétique, les motifs poétiques, publié en 1911, est intitulé « Les âmes noyées », ou bien « Les âmes naufragées ». Et il terminera sa vie d'ailleurs noyé et naufragé, perdu au large de Corfou. Alors, Krakow, lui, tous ces gens-là se connaissaient, côtoyaient d'ailleurs. Petrovic lui-même côtoyait Apollinaire, et un ami officier de Petrovic va l'inviter sur les propriétés de son père au Mali. À ce moment-là, après la guerre, Petrovic va faire un grand voyage avec son ami officier français à travers le Soudan français, et en 1930, publier un des plus beaux récits de voyage ou romans de la littérature serbe du XXe siècle, Afrique, l'Afrique. Comme Jack Kerouac le disait, les grandes guerres mondiales ont fait bouger énormément de personnes. On découvrait l'altérité. On voyait une même chose, on avait des grilles de lecture différentes, mais même ces grilles de lecture, avec le temps, avec les analyses et les échanges, vont finir par devenir de plus en plus exactes et précises. Alors Krakow, lui, est pilote, et d'abord, il va écrire à propos du front, à propos de Thessalonique, et puis du quartier de Vardar également. Parce que les plus belles, ces meilleures métaphores et comparaisons dans le roman traitent souvent de la figure féminine. Alors nous avons par exemple une phrase Musica ih je opijala kao obnažene grudi žena. D'ailleurs c'est de la poésie en prose quasiment. La musique les enivrait comme les seins des femmes. Ou alors
Po ulicama su cvetala ženska tela zamagljena kao čaše u barovima. Les corps féminins fleurissaient par les rues comme les verres embrumés dans les bars. Alors on voit très bien le quartier du Vardar avec les tavernes et puis les femmes, très présentes. Alors qu'est-ce que la femme? Pourquoi la femme? Que signifie-t-elle? On voit très bien que souvent il s'agissait de personnes qui se vendaient parce qu'elles étaient réfugiées, parce qu'elles étaient perdues. Et si on pose cette question, alors on pose la question, qu'est-ce que la guerre? Qu'est-ce que l'homme dans la guerre, l'être humain dans la guerre? Alors, le roman de Krakow est de facture moderniste. Ce n'est ni un roman historique, ni idéologique. Le but du narrateur n'est pas de faire l'apologie du patriotisme, d'écrire une épopée qui irait dans un tel sens. Voilà, la Serbie blessée se relève et reconquit le pays et la moitié de l'Autriche-Hongrie. Non, ça ne m'intéresse pas. Il s'agit d'une peinture du front et des arrières, les faubourgs de la ville de Thessalonique, de la guerre elle-même et des rares instants de quiétude. Une quiétude qui est toujours incertaine, de repos entre deux combats. Le roman n'a pas de protagoniste principal, de héros. Il a plutôt des anti-héros. C'est un roman qui traite de la guerre et du sentiment de la mort. Mort imminente qui saisit au hasard tous les protagonistes, qu'ils soient soldats ou bien réfugiés, ou bien les enfants. Le romancier peint le front d'une manière brute. Les scènes sont des amalgames de collage qui changent à la vitesse d'un film. Et d'ailleurs, le montage est au cœur de la structure romanesque qui correspond au montage filmique. Krakow est autant peintre et paysagiste que scrutateur de l'intimité. C'est un dialoguiste percutant, capable de saisir l'horreur de l'homme pris dans un engrenage qu'il dépasse. Dans un moment de l'histoire où l'individu n'existe plus, où il n'est plus libre d'être ce qu'il est, mais devient un numéro, un soldat. Il devient une norme qui doit se prêter à la norme ou bien mourir. Krakow a donné 4 ou 5 superbes descriptions de pelotons d'exécution, d'exécution de déserteurs, auxquels il a dû lui-même, en tant qu'officier, participer. Alors ce sont des mises à mort. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est. En tant qu'enseignant dans le lycée, il y a 20 ans, dans le Pacifique, dans les îles Marshall, j'ai été obligé de participer à un redoublage d'un élève. Je me suis très mal senti parce que cette année-là, cet élève avait perdu son père et c'était une des raisons pour laquelle il avait décroché. Et c'est une forme... Enfin, j'en ai gardé le souvenir très déplaisant parce qu'on m'avait forcé la main, personne ne l'aime. Et je garde le souvenir d'une sorte de mise à mort symbolique. Mais là, on est dans le civil. On est dans un moment de paix. Ici, c'est radical. On efface la personne. Krakow a dans Les Ailes et dans L'homme qui a perdu son passé, 2 ou 3 scènes superbes sur l'angoisse de celui qui a les mains liées et qui ne peut pas réagir. Alors, c'est en 2 mots, un soldat s'échappe, il est repris, il doit être fusillé le lendemain. Ce soldat-là profite d'un moment de répit pour aller aux toilettes et essaie de se pendre, enfin, essaie de se casser le cou à la fenêtre des toilettes. Il se brise le cou, mais ne meurt pas. Il n'arrive pas à mourir. Il agonise. Le colonel qui a la responsabilité de la compagnie donne quand même l'ordre de le fusiller à l'aube. Le soldat paysan agonise, les soldats, les officiers sont horrifiés, mais Krakow, l'officier, est obligé de préparer l'agonisant au cou rompu au peloton d'exécution. Voilà la guerre. Or, la Serbie est attaquée, sa guerre défensive est légitime, mais l'ennemi, où est-il? Où se trouve l'ennemi? Où se trouve
la figure du mal. Sauron. Depuis une dizaine d'années, on est à nouveau dans Tolkien. Moi, ce qui m'a frappé chez les auteurs de la Grande Guerre, c'est qu'il s'agit de superbes paysagistes. Ils peignent la nature, les paysages pendant des pages et des pages, avant de retomber soudain sur une scène d'horreur. Et la scène d'horreur peut être une scène qui est liée à l'ennemi extérieur, ou bien à la bête qui est tapie en l'homme. Or, si vous avez un officier supérieur qui donne un tel ordre, et qui se protège derrière la norme, derrière le protocole, là nous n'avons plus affaire à l'humain, c'est de l'inhumain. Et tout le mérite de l'écrivain est de mettre en lumière l'inhumanité. L'inhumanité qui est tapie au sein de l'être humain. Il n'y a plus de front, il n'y a plus d'ennemis, d'amis, d'alliés, il n'y a que la rectitude morale ou bien la dégringolade dans l'horreur. C'est une des images du drame humain. Alors, dans ce sens-là, dans son roman, il n'y a pas véritablement de montée paroxysmique ni de suspense, puisqu'on tombe très souvent sur des scènes percutantes dites en quelques mots. Alors, l'attention, elle, est omniprésente, et ce sentiment de mort, qui est imminente, qui hante le récit. On a souvent affaire à l'univers intérieur des anti-héros, qui sont des êtres contemplatifs, qui savent goûter aux rares instants de répit. Alors, c'est quoi le répit? Ça va être soit la nature, soit la femme. Et cette femme, elle est où? Quartier Vardar, Thessalonique. Et là, ces femmes, ne serait-ce qu'un baiser d'adieu, des prostituées lancées au soldat qui part en guerre, et qui va garder souvenir de ce baiser d'adieu, et qui va faire de ce baiser, transformer ce baiser en une sorte de porte-bonheur, un signe de protection contre la mort. On se protège comme on peut. On est des êtres déchus. Ni la prostituée n'est libre de faire ce qu'elle veut de son corps, ni le soldat. Leur corps ne leur appartient plus. Le corps du soldat appartient à l'armée, à la prostituée, à la machine de guerre, à l'économie de guerre. Mais ce baiser, cette sorte d'intimité idéalisée, on le transforme en fétiche. Alors l'écrivain ne pose aucune question sur les tenants et aboutissants de la guerre. Il donne des portraits. Et c'est le lecteur lui-même, en lisant le portrait du colonel qui donne l'ordre de fusiller le suicidé raté, c'est le lecteur lui-même qui juge. L'écrivain, en ce sens-là, n'est pas un écrivain engagé du XIXe siècle. Il ne commet pas certaines fautes de goût que Baudelaire ou bien Gautier reprocheraient à Hugo. Osons le dire, tout ça c'est l'histoire littéraire et le passé, mais enfin, ce sont des choses. Qu'est-ce que l'engagement littéraire? Pour Baudelaire, c'est l'engagement dans l'esthétique. Et il a tout à fait raison. La petite corde du garçon pendu dans les petits poèmes en prose, une des plus belles peintures de la misère sociale du XIXe siècle. Et Baudelaire était tout sauf engagé. C'est tout, justement, cette prouesse. Alors, voilà, donc j'ai donné quelques images de la femme, la chair, la chair qui est l'incarnation de la chute de l'homme. La chair, soit les amours de passage, les figures des prostituées, soit les tavernes, les restaurants, le bon temps qu'on se paye, etc., etc. Et puis, finir sur une image du vierge. Je vais vous lire un bref morceau. Lorsque le front de Salonique a été percé, avec ce retour d'exil, le jeune Krakow, au bout de 7 ans, entre dans la vie adulte et pense que tout est fini. Il ne sait pas encore qu'il finira sa vie après la Seconde Guerre mondiale en tant qu'exilé, pour des raisons politiques liées à l'occupation nazie de la Seconde Guerre mondiale. La percée du fond de Salonique, donc tirée de L'homme qui a perdu son passé. Il me semble que sur ma montre, l'aiguille indiquant les secondes se déplace en saut saccadé, tout comme mon cœur agité. Nous sommes aujourd'hui le 2,
c'est-à-dire le 15 septembre, il donne les deux calendriers hein, orthodoxes. Alors orthodoxe encore, c'est un grand mot, parce que c'est Julien, c'est Jules César, vous voyez. La culture européenne, l'identité européenne est une gréco-latine pour nos racines antiques, puis ensuite il y a voilà, des petites variantes. Et puis chez les orthodoxes, encore aujourd'hui, certains fêtent le Noël du 25 décembre, puis d'autres le 7 janvier. Bien que le mathématicien Milankovitch ait défini un calendrier très précis, que justement l'Église grecque, la métropolie grecque et d'autres patriarcats ont accepté, d'où le 25 décembre, alors que le patriarcat serbe l'a refusé. Des petits paradoxes, hein, pour ne pas être différent des Russes, ou je ne sais pas, ou alors éviter des schismes, hein, parce qu'il y en a beaucoup hein, en religion. Enfin bref, voilà, là vous avez les deux dates. Le grand jour est arrivé. Pour d'autres que nous, le jour J et l'orage ont déjà commencé hier avant l'aube. Toute la nuit précédente, le feu avait embrasé le ciel et la terre sur la montagne voisine de Sokol, on est quelque part en Macédoine, à l'assaut de laquelle nos soldats s'étaient élancés comme en direction d'un château fort médiéval, en portant des échelles improvisées afin de s'éloigner le long de la forteresse. S'élever, pardon. Un ouragan grondait, plus loin, près de Dobropolije, où 2 divisions françaises attaquent à nos côtés. Ce fut une nuit d'insomnie où le ciel était illuminé par éclairs de centaines de canons, les explosions qui se produisaient de tous côtés. Nous avons passé cette nuit à l'ombre de ce feu d'artifice mortel. Alors le front a existé pendant 2 ans, hein, de 16 à 18, mais la percée est en 18. Il y avait des alicroches auparavant, mais là, c'est frontal, direct, et ça va aller au-delà de Belgrade, hein, quasiment jusqu'à Budapest et ailleurs. La reconquête. Aujourd'hui, à l'aube, notre 2e bataillon du 5e corps est entré dans les étroites tranchées en pierre situées au-dessus du funeste point 4, où se dressent, au milieu des monceaux de pierre brisés, les troncs desséchés de chênes dénudés. Avec l'aube, le ciel s'embrasa aussi au-dessus de nous. De tous les points montagneux situés derrière nous, on entendait gronder les canons, jusque-là muets et invisibles, amenés là secrètement et nuitamment, depuis des semaines, et qui se mirent à déverser le feu. Des tranchées et des abris, surgissent des hommes qui viennent d'être surpris au château. Tout le versant de la montagne situé entre nos groupes et nous se couvre maintenant d'une véritable mer humaine. 800 Bulgares s'efforcent de se faufiler à travers nos lignes. Le feu de 8 fusils mitrailleurs qui commencent à chauffer entre les mains de mes soldats fauche la totalité de leur rang. Les hommes affolés jettent leurs armes, hurlent, lèvent haut les mains, agitent des mouchoirs blancs. Tout le bataillon de fantassins bulgares se rend. Les autres détachements de notre régiment viennent en courant et entourent ce groupe qui a terminé sa guerre. Si mon devoir est accompli, d'autres camarades conduisent nos prisonniers et dénombrent les mitrailleuses prises à l'ennemi. Ce n'est que plus tard que j'apprendrai que parmi les 800 soldats bulgares prisonniers se trouvait le commandant de leur 28e régiment d'infanterie. Et que nous nous sommes emparés non seulement d'une dizaine de mitrailleuses bulgares, mais aussi de 8 mitrailleuses allemandes, avec tout leur personnel, et que le commandant de cette unité, un Prussien, voyant sa défaite, s'est tiré une balle dans la tête afin de ne pas être fait prisonnier. Toute une éthique chevaleresque qui a disparu hein, avec cette guerre-là, hein, parce que la Seconde Guerre mondiale a rarement vu ça aujourd'hui. Nous assistons à l'effondrement de tout le front bulgare. Mais 60 volontaires d'Amérique ont joué un rôle décisif dans la victoire. Le sommet de la montagne se présente à nous déserté par ses défenseurs. Un quart d'heure seulement plus tôt, voire même moins, se trouvait ici le haut commandement militaire bulgare, qui assistait à la plus grande défaite militaire bulgare et à l'écroulement du front. Dans une cabane située au sommet, des pièces d'argenterie aux armoiries royales reposent sur la table, ce qui témoigne que le commandant suprême des forces armées bulgares, le prince héritier Boris, a assisté à notre victoire. Et qu'il s'en est fallu de peu pour que nous le surprenions ici. Ces 2 chiens de chasse aboyaient frénétiquement devant la cabine, car ils n'avaient pas eu le temps, devant notre arrivée soudaine, de les détacher. Ces deux, les 2 chiens du prince. Le sommet grisâtre, poste d'observation du haut commandement bulgare, n'est maintenant qu'un plateau dénudé, où 60 jeunes gens, originaires de villes industrielles américaines, regardent
avec une lueur de fierté dans les yeux, comment, dans la vallée de la Tsarnarenka, située en contrebas, donc la rivière Noire, les colonnes bulgares fuyant en désordre leur position perdue s'entremêlent comme des fourmis apeurées. Il y a beaucoup de comparaisons Krakow dans ses écritures. De tous côtés surgissent, en flot continu, nos divisions ainsi que les unités françaises. Ce sont les Français et les Serbes qui, de manière conjointe, vont reprendre la Serbie, la reconquérir. La victoire est plus éclatante qu'aucun de nous n'aurait pu l'espérer. Me tenant de côté, encore mouillé et essoufflé, je ne me rends presque pas compte qu'il s'agit du plus beau moment de ma guerre de 7 ans. Nous voici arrimés au sol de notre patrie, sûrement et fermement, l'exil est terminé. Alors voilà, le troisième moment dans la littérature serbe où on parle d'exil, il y avait Exponto chez Ivo Andrić, le prix Nobel de 64, et puis la lyrique d'Ithaca, avec ce retour de la guerre chez Tsariansky, et puis Krakow, l'exil est terminé. Et voilà, donc c'est quelques exemples littéraires et quelques exemples géographiques aussi de la rencontre de l'État serbe, des intellectuels serbes, puis des paysans serbes, des soldats serbes, avec la Grèce, et que d'un côté, tout au sud de l'Adriatique, la mer Ionienne, si je ne me trompe, Corfou, avec ce grand geste de Venizelos. On avait proposé à Venizelos à un moment donné, l'Axe, de se partager la Serbie. Parce que la Bulgarie avait pris la Macédoine, qui à l'époque était serbe, puis Venizelos avait renchéri, je ne sais pas si c'est vrai. La Grèce est un trop petit État pour commettre un crime si énorme. D'un autre côté, Venizelos a permis donc, à Pašić de s'installer à Corfou. Il existe encore aujourd'hui à Corfou le Plava Grobnica, donc le cimetière bleu, des monuments qui témoignent de la présence serbe. Certains linguistes disent que quelques mots sont encore restés au sein de la population grecque pour désigner la grand-mère, enfin des membres de la famille. Et puis à Zejtinlik, dont vous parliez, il existe le carré du cimetière serbe, de même qu'à Belgrade, il existe le carré du cimetière français, russe, allemand aussi, autrichien, austro-hongrois. À savoir que, alors que le gouvernement était à Corfou et l'armée de 16 à 18 à Thessalonique et en Macédoine, Vienne tenait Belgrade, et l'autorité militaire allemande a édifié un monument à Belgrade aux soldats serbes inconnus et plusieurs monuments militaires aux soldats serbes, à l'ennemi vaincu. De très beaux gestes. Et pour clore, peut-être un tout petit fragment d'une lettre de Stefan Zweig, austro-hongrois, à son ami Romain Rolland, très grand pacifiste français, qui côtoyait le pacifiste allemand Hermann Hesse de cette époque, à propos de la Serbie et de la relation entre Vienne et Belgrade. Stefan Zweig à Romain Rolland le 28 novembre 1915, donc Belgrade venait de tomber. Je ne sais pas si vous lisez régulièrement nos journaux. Je trouve positif et réjouissant que la catastrophe de la Serbie, c'est très gentil parce que c'est pour nous autres véritablement une catastrophe, ne soit pas annoncée de façon arrogante et orgueilleuse. Mais que même ici, en Autriche, où il s'agit de l'ennemi héréditaire, principe du mal et de la force entraînante, on reconnaisse pleinement l'héroïsme et la souffrance de ce peuple. C'est aussi le point de vue de nos officiers et de nos soldats, d'où l'après-coup, avec ces monuments aux soldats tombés, érigés par les Allemands, les Autrichiens à Belgrade, occupés, qui respectent avec loyauté cet ennemi dangereux, mais franc. Alors que venant de l'Angleterre, oui, la perfide d'Albion, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stefan Zweig. Alors que venant de l'Angleterre, on ne ressent que la pression sourde d'une volonté hostile,
l'animosité des cabinets diplomatiques ou du cartel des banques. Je ne sais pas si aujourd'hui on oserait s'exprimer comme Stefan Zweig. Là, un peuple affronte un autre peuple. Et dès lors qu'il s'agit d'une hostilité franche et honnête, l'amertume cachée et la rage comportent toujours aussi beaucoup d'estime. Il a un côté un peu prussien, là, Zweig. Ne croyez pas que nous sous-estimons la grandeur de cette chute. Chez nous, en Autriche, en 1809, la région du Tyrol a lutté ainsi jusqu'à l'épuisement de ses forces. Voilà un empire qui, regarde, je ne sais pas si les Romains ont écrit quelque chose de semblable à propos de Mithridate ou à propos de Hannibal. Voilà quelques mots pour situer. On est quand même une famille en Europe. Une maison, c'est la maison Europe, telle que désignée par les écrivains, et quelques images voilà, de la Grèce qui, pour les Serbes, l'intelligence serbe et puis le paysan serbe, on a vu des photos de paysans serbes, moi ça m'a un peu touché, qui ont vécu en Grèce 4 ans pendant la Grande Guerre. Je vous remercie et merci de m'avoir invité. C'est la 3e fois que cette saison académique, le CTEL et puis différentes branches m'invitent à participer à Nice. Alors pour quelqu'un qui a travaillé très longtemps dans le monde académique, ça met du baume au cœur, ça permet de sentir on travaille encore, on existe encore, bien qu'on n'en sait pas. Il faut quand même dire qu'on est quand même en pleine université, et c'est ça l'objectif de l'université, de la bibliothèque. La promotion, l'échange, et puis la mise en valeur de tout le travail scientifique et de recherche. Donc ça fait partie de nos objectifs communs quand même. Et là, je ne veux pas quand même parler et intervenir sur toute cette présentation qui est extrêmement intéressante et détaillée parce que vous avez fait vraiment un tour et vous avez situé plein de choses parce que finalement la Première Guerre mondiale c'est une période qui a donné des possibilités extraordinaires de se découvrir mutuellement et de mettre en exergue aussi les difficultés, les incompréhensions qui existent. Et ça a marqué aussi énormément par la suite ceux qui ont suivi par la suite et ça explique beaucoup de choses. Donc c'est quand même un moment extrêmement important dans la vie de notre Europe. Et je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à toutes ces... Juste une question. Le livre L'Afrique, il est en français, on le trouve en français? Non, malheureusement. Malheureusement, un autre roman très beau de Rasko Petrovic a été publié, traduit par une de mes collègues et collègue d'Alexandre Pastovic qui enseigne à l'INALCO, c'est Ljudi Govore, Les hommes parlent, un très bref roman moderniste situé sur une île espagnole. Qui est aussi un récit de voyage. On aime beaucoup ce type, ce genre littéraire dans la littérature serbe. Les Balkaniques aiment beaucoup voyager. Voilà. On peut le trouver, il a été publié aux éditions de l'Âge d'Homme, qui par ailleurs a énormément publié les lettres slaves. Littérature russe, polonaise, tous les grands dissidents. L'Âge d'Homme publie aussi énormément de penseurs orthodoxes. Il a une collection sur la théologie orthodoxe, pour ceux que ça intéresserait. En tout cas, Rasko Petrovic, à ce livre-là, j'aurais beaucoup aimé que l'Afrique, qui est son livre le plus important avec le 6e jour, ait été traduit en français. Toujours pas, mais qui sait. C'est une question. Donc celui de Petrovic qui est traduit, c'est
Les hommes parlent. Les hommes parlent. Ils ont pas. Édition L'Âge d'Homme. Traduction Natacha Nizic.